Mi familia mettre écho por mensage de texto. Respondi, entendido, tambien mettre retiro del fondo familiar. Luego retiré mi 4,2 millions de dollars. A las 2 heures du matin, mi padre llamó en pánico, ¿qué hiciste? El banco congeló todo. No sabions que eso era solo el comienzo de su lección. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est là-bas. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Je m'appelle Solène Dubois, j'ai 34 ans, et mon monde, un univers de bulles fines et d'héritage pesant, a basculé non pas dans le fracas d'une porte qui claque, mais dans le silence feutré d'une notification sur un téléphone. C'était un vendredi soir. Dehors, Reims s'enveloppait dans la brume fraîche de l'automne. Dedans, j'étais dans mon sanctuaire. Pas le grand caveau historique de la maison Dubois et Fils, mais ma serre personnelle, une bulle de verre et d'acier cachée derrière mon appartement, où la lumière horticole baignait mes expériences d'une lueur violette et surnaturelle. C'était là que je me sentais vivante, loin des portraits d'ancêtres et des attentes dynastiques. Je n'étais plus Solène Dubois, la « fille de », mais une scientifique, une artiste, penchée sur des cultures de levures indigènes qui contenaient, j'en étais sûre, l'avenir de notre Champagne. La vibration a fendu l'air chargé de l'odeur de la terre humide et de la fermentation. Un son incongru dans ce laboratoire du vivant. Mon téléphone, posé sur un établi en chaîne. L'écran affichait une notification du groupe WhatsApp Héritage Dubois. Ce groupe, créé par mon père, Gérard, sous le prétexte de « fluidifier la communication », était en réalité son estrade numérique, un lieu pour ses décrets et pour les photos de vacances d'Arnaud, mon frère aîné, l'héritier en titre. Le message venait de mon père. Je l'ai lu. 1 fois. 2 fois. Chaque mot, soigneusement choisi, était une pierre polie, lisse, et incroyablement cruelle. Après mûre réflexion entre les membres seniors, nous pensons qu'il est préférable que Solène se retire de la direction technique pour le moment. Ces approches, bien qu'intéressantes, manquent de l'ancrage traditionnel qui fait notre réputation. Elle assurera un rôle de consultante. Consultante. Le mot a explosé en silence dans mon esprit. Ce n'était pas une promotion, c'était un exil. Une mise au placard doré, une humiliation publique déguisée en réorganisation stratégique. Je suis restée parfaitement immobile, le souffle court, les yeux fixés sur l'écran. Je regardais les petites bulles animées apparaître et disparaître sous le message, signe que d'autres lisaient, tapaient, jugeaient. La première réponse fut celle d'Arnaud. 5 lettres, un coup de poignard, sage décision. Puis, presque immédiatement, celle de ma tante Elisabeth, la sœur de mon père, membre du conseil d'administration qui confondait une flûte de champagne avec une éprouvette. Son message fut d'une brutalité exquise, enfin. Et ma mère, Hélène? Rien. Son silence était une approbation tacite, un abîme de non-dits qui me blessa plus que les mots des autres. Dans le théâtre de ma propre exécution, elle avait choisi de rester dans les coulisses. Une étrange sensation m'a envahi. Pas la tristesse rouge et chaude que j'aurais pu attendre. Pas la colère. Non, c'était un calme. Un calme blanc, polaire. Le calme qui précède le craquement d'un glacier. Ce n'était pas une blessure, c'était une confirmation. La validation finale de tout ce que j'avais enduré en silence pendant des années. Mon talent n'était pas un atout, c'était une anomalie. Ma compétence n'était pas une force, c'était une menace pour l'ordre établi. J'étais une femme qui en savait trop dans un monde d'hommes qui préféraient ne rien savoir. J'ai attendu. 20 minutes. Une éternité. Le temps de voir les pouces levés, les messages de soutien à mon père, les « c'est pour le mieux » s'accumuler. La meute se rangeait, comme toujours, derrière le mâle dominant. Alors, avec des doigts d'une fermeté surprenante, j'ai tapé ma réponse. Entendu. Je respecte cette décision. Par conséquent, je me retirerai également de la réserve familiale. Je vous souhaite à tous une excellente continuation. J'ai envoyé le message. Puis j'ai posé le téléphone, écran contre le bois, comme on ferme le couvercle d'un cercueil. Je l'ai éteint. Lentement, méthodiquement, je me suis dirigée vers mon bureau,
j'ai ouvert mon ordinateur portable sécurisé, et j'ai lancé le navigateur. La destination était déjà en favori, le portail de la banque privée genevoise qui gérait la fortune de notre famille. La réserve familiale. Le cœur financier de l'Empire du Bois. Et je m'apprêtais à lui porter un coup fatal. Pour comprendre la portée de mon geste, il faut comprendre ce que le nom du bois représente à Reims, et par extension, dans le monde du luxe. Nous ne sommes pas de simples vignerons. Nous sommes une dynastie. Notre nom est gravé sur des millions de bouteilles chaque année, il est synonyme de célébration, de réussite, d'un certain art de vivre à la française. Mais derrière la façade dorée, derrière les publicités dans les magazines glacés et les partenariats avec des événements prestigieux, se cache une réalité plus sombre, celle d'une structure familiale rigide, presque féodale. Dans la famille Dubois, on ne choisit pas son destin, on l'hérite. Et les règles de succession sont non écrites mais immuables, transmises de père en fils. Arnaud, mon frère, est né pour être roi. Il a le nom, le physique avantageux, le sourire facile et cette confiance en soi désinvolte de ceux qui n'ont jamais eu à faire leurs preuves. Il est l'incarnation de l'héritier. Moi, je suis né avec le don. Une anomalie génétique, un accident de l'histoire. Mon grand-père, Étienne, le fondateur, l'homme qui avait transformé quelques arpents de vigne en un empire, l'avait décelé avant tout le monde. J'ai un souvenir vivace, j'avais à peine 6 ans. Il m'avait emmené dans le vacarme du pressoir pendant les vendanges. Il avait trempé son doigt dans le mou, ce jus de raisin trouble et sucré, et l'avait posé sur ma langue. Ses yeux pétillaient sous ses sourcils broussailleux. Alors, ma petite Caille, qu'est-ce que ça te dit? J'avais plissé le nez, cherchant mes mots. Ça pique un peu. Ça sent la pomme qui n'est pas mûre, et l'herbe quand tu viens de la couper. Il avait éclaté d'un rire tonitruant qui avait couvert le bruit des machines. Se tournant vers mon père, qui nous observait avec un air d'agacement poli, il avait déclaré, « Gérard, cet enfant a un palais. » Un vrai. Mon père, Gérard, n'a jamais possédé ce palais. Il a hérité de la couronne, mais pas du sceptre. Il dirigeait la maison en bon gestionnaire, mais sans le génie créatif, sans cette intuition quasi mystique du vin qui avait fait la fortune de son propre père. Son obsession était l'image, la tradition, une tradition qu'il réinventait souvent pour justifier son conservatisme. Mon talent le dérangeait. C'était un miroir qui lui renvoyait ses propres limites. Il me tolérait, car mes assemblages remportaient des prix et mes innovations techniques augmentaient les rendements. Mais il ne m'a jamais vraiment accepté. Arnaud, lui, m'a toujours perçu comme une rivale. Il a passé sa vie à s'approprier mes succès. La cuvée rosée de Saignée, un chef-d'œuvre de technicité sur lequel j'avais travaillé en secret pendant 2 ans, est devenue son idée lors d'une dégustation prestigieuse à Paris. Les critiques l'avaient encensé, et j'étais resté en retrait, applaudissant avec les autres, le cœur rempli d'une rage froide. Aux réunions du conseil, mes analyses chiffrées étaient balayées d'un « c'est bien joli », solennel, mais revenons à la réalité du marché, avant qu'Arnaud ne présente les mêmes idées avec des mots plus simples, récoltant l'approbation de tous. Le seul à connaître la vérité était Luc, notre maître de chai. Un homme du terroir, taiseux, dont les mains portaient la carte de nos vignobles. Il avait été le bras droit de mon grand-père. « Laisse-les parler, petite », me disait-il parfois dans la fraîcheur humide des caves. Ton frère a le verbe, mais toi, tu as le vin. À la fin, c'est tout ce qui compte. Il était mon allié, mon mentor silencieux. Ma mère, Hélène, était la grande prêtresse du paraître. Ses dîners étaient des événements sociaux où se nouaient et se défaisaient les alliances. Ses conseils pour moi étaient toujours les mêmes, murmurés avec une anxiété palpable, « Sois plus discrète, ma chérie. Ton intelligence effraie les hommes. Laisse ton frère briller. » Elle pensait me protéger, mais elle ne faisait que resserrer les barreaux de ma cage dorée. Pendant des années, j'ai obéi. J'ai joué le jeu, j'ai ravalé ma fierté, j'ai travaillé dans l'ombre, me disant que la justice finirait par triompher. J'ai appris ce soir-là qu'en ce qui concerne l'héritage, la justice est une illusion. Il n'y a que le pouvoir. Ce que ma famille, dans son arrogance et sa certitude, n'a jamais soupçonné, c'est que leur mépris constant avait été le plus puissant des catalyseurs. En me refusant une place légitime au sein de l'Empire, ils m'avaient forcé à bâtir mon propre royaume, en secret.
Depuis 8 longues années, je menais une double vie méticuleusement orchestrée. L'origine de mon indépendance fut un héritage de ma grand-mère maternelle, la seule personne de ma famille qui m'ait jamais encouragée à être moi-même. Une somme qui pouvait sembler modeste au regard de la fortune des Dubois, mais qui pour moi, représentait le capital de départ de ma libération. Au lieu de l'investir sagement dans la réserve familiale comme on s'y attendait, j'ai commis un acte de rébellion silencieux. J'ai tourné le dos aux grands crus classés de la montagne de Reims et de la Côte des Blancs, le cœur historique de notre domaine. Mon instinct m'a guidé vers le sud, vers la Côte des Bars. À l'époque, c'était une région considérée comme secondaire, le tiers-état de la Champagne. Mais j'y avais décelé un potentiel immense, des sols chimérigiens uniques, parfaits pour le pinot noir, et un esprit d'innovation que l'on ne trouvait plus dans les grandes maisons sclérosées. J'ai acheté, par l'intermédiaire d'une société civile d'exploitation agricole portant le nom de jeune fille de ma grand-mère, quelques hectares de vieilles vignes presque à l'abandon et un petit chai qui menaçait de s'effondrer. Pour ma famille, mes week-ends prolongés et mes rares vacances étaient consacrés à me ressourcer à la campagne. En réalité, je passais chaque minute de mon temps libre en botte, les mains dans la terre, à reconstruire ce domaine que j'ai baptisé « Domaine de l'Aube ». C'est devenu mon laboratoire à ciel ouvert. J'ai restructuré entièrement le vignoble, arrachant, replantant, et initiant une conversion complète à la biodynamie, une hérésie pour mon père. J'ai utilisé mes bonus annuels de chez Dubois et Fils, non pas pour acheter des sacs à main de luxe ou des voitures de sport comme Arnaud, mais pour investir dans des cuves en inox thermorégulées, un petit pressoir Cocard, et des fûts de chêne de la meilleure qualité. J'ai bâti une petite équipe de mercenaires passionnés, un jeune vigneron, aussi perfectionniste que moi, qui avait fui une grande maison pour retrouver le sens de son métier, et une agente commerciale parisienne, discrète et brillante, qui avait le carnet d'adresses des meilleurs sommeliers du monde. Tous étaient liés par des accords de non-divulgation si stricts qu'ils auraient pu travailler pour les services secrets. Mon trésor le plus précieux, cependant, n'était ni la terre ni le matériel. Il se trouvait dans des boîtes de pétri, dans ma serre à Reims. Les souches de levure indigènes que j'avais passé des années à isoler et à sélectionner. Je les ai brevetées. 7 brevets internationaux, déposés à mon nom seul. Ces micro-organismes étaient la signature de mes vins, leur conférant une complexité, une longueur en bouche et une identité que personne ne pouvait imiter. Le champagne du « Domaine de l'Aube » était l'antithèse de celui de Dubois et Fils. Il était un vin d'auteur, pas un produit de masse. Produit en quantité confidentielle, il a rapidement trouvé sa place sur les plus grandes tables, de Paris à Tokyo, grâce au bouche à oreille. Des critiques influents ont commencé à parler de ce domaine mystère, qui bousculait les codes. Personne n'a jamais fait le lien. Pour tous, j'étais Solène, la technicienne brillante mais effacée de la grande maison du bois. Cette double vie m'a non seulement apporté une satisfaction créative immense, mais elle a aussi bâti ma forteresse financière. Entre les bénéfices du domaine et un portefeuille d'investissement audacieux dans la tech, mon patrimoine personnel dépassait les 25 millions d'euros. J'étais une femme indépendante et riche qui jouait le rôle de l'employé dévoué. J'attendais. Je ne savais pas quelle forme prendrait l'affront final, mais je savais qu'il viendrait. Et ce jour-là, je ne serais pas une victime. Je serais prête. Le message WhatsApp ne fut que la détonation. La charge explosive, elle, avait été placée un mois plus tôt, lors de la grand-messe trimestrielle du conseil d'administration. La scène s'était déroulée dans la salle du conseil de la Maison du Bois, une pièce conçue pour impressionner et intimider. Les murs étaient couverts de boiseries sombres, le tapis était si épais qu'il étouffait le son des pas, et le portrait de mon grand-père, Étienne, peint à l'huile, dominait la pièce de son regard sévère. Ce jour-là, je portais en moi le projet le plus ambitieux de ma carrière, l'aboutissement d'une année de travail acharné. Un plan stratégique sur 10 ans visant à convertir un tiers de notre vignoble, les parcelles les plus qualitatives, en biodynamie. Ce n'était pas une simple lubie écologique. C'était une réponse vitale aux défis qui nous attendaient. Le réchauffement climatique modifiait déjà le profil de nos raisins. Le marché du luxe, notre cœur de cible, était en pleine mutation, exigeant plus de transparence, d'authenticité et d'engagement environnemental. Mon projet était une vision d'avenir. Il était soutenu par des dizaines de pages d'analyse de sol, de projections financières démontrant la rentabilité à long terme, et d'études de marché internationales.
Mon dossier était en béton. J'ai commencé ma présentation. Ma voix était assurée, portée par la conviction profonde que je détenais la clé de notre pérennité. Je parlais de la vie microbienne des sols, de l'importance de la biodiversité, de la manière dont ces pratiques permettraient d'obtenir des vins plus purs, plus vibrants, plus fidèles à leur terroir. En face de moi, je voyais les visages se fermer. Mon père arborait son masque d'impatience polie. Mon oncle Jean-Luc, le directeur commercial, un homme pour qui le vin n'était qu'une ligne dans un tableur Excel, consultait ostensiblement sa montre de luxe. C'est alors qu'Arnaud a fait son entrée, avec le quart d'heure de retard qui était sa marque de fabrique. Il s'est affalé sur une chaise, a attrapé une bouteille d'eau et a laissé échapper un soupir théâtral, comme si ma présentation était une corvée insupportable. Mon père, au lieu de le réprimander, lui a fait un signe de tête, l'invitant implicitement à prendre la parole, alors que je n'avais même pas atteint la moitié de mon exposé. Merci, Solène, pour ce cours de SVT très détaillé, a lancé Arnaud, un sourire narquois aux lèvres. Mais si on pouvait revenir sur Terre 2 minutes? La biodynamie, les cornes de bique et les tisanes de pissenlit, c'est charmant pour les magazines parisiens, mais nos clients à Hong Kong et à Moscou, je te garantis qu'ils s'en fichent comme de leur première coupe. Il s'est levé, a branché son ordinateur et a projeté une unique diapositive. Un montage photo criard montrant une nouvelle bouteille, conçue par une agence de design à la mode, à côté du visage souriant d'une starlette de la télé-réalité. Voilà l'avenir, messieurs, a-t-il proclamé. Une série limitée, la Cuvée Céleste, en partenariat avec Jessica Vander. 12 millions de followers sur Instagram. On fait un buzz énorme, on crée une pénurie artificielle, on double le prix. C'est ça, le business. Mon oncle Jean-Luc a applaudi. Enfin un langage que je comprends. Du rêve, du glamour. C'est ça que les gens achètent. J'étais anéanti. Mais c'est du cynisme. Nous vendons du vent. Et la qualité? Et notre savoir-faire? L'héritage de grand-père? La réaction de mon père fut immédiate et glaciale. Assez, Solène. Nous avons compris ton point de vue. Le pragmatisme d'Arnaud est ce dont cette maison a besoin. C'était plus qu'un désaveu. C'était une exécution en public. La négation de tout ce en quoi je croyais. J'ai rassemblé mes dossiers, mes mains tremblaient de rage contenue. En quittant la salle, la tête haute, j'ai entendu le rire triomphant d'Arnaud. À cet instant, j'ai su que la paix était impossible. La seule issue était la guerre. Retour à ce vendredi soir fatidique. L'écho du rire de mon frère résonnait encore dans ma mémoire. Mais ce n'était plus une source de douleur. C'était devenu un carburant. Mon téléphone était éteint, le monde extérieur réduit au silence. Seule la lueur bleutée de l'écran de mon ordinateur portable découpait mon visage dans la pénombre de mon bureau. Devant moi, la page du portail bancaire de la réserve familiale était ouverte. Cette réserve était le coffre-fort de la dynastie, sa trésorerie de guerre. 30 millions d'euros. Une somme qui leur donnait un sentiment d'invulnérabilité. Mais les forteresses les plus imprenables ont toujours une faille. Et celle-ci, c'est moi qui l'avais conçue. Ironie du sort, c'est mon père qui m'avait confié la tâche, quelques années auparavant, de travailler avec notre cabinet d'avocats pour dépoussiérer les statuts de ce fonds familial. J'y avais consacré des mois, plongeant dans les méandres du droit des sociétés et de la fiscalité patrimoniale. Et au cœur de ce document de 50 pages, j'avais niché une clause. L'article 7.3. En apparence, c'était une clause technique, conçue pour rassurer les plus gros contributeurs. Elle stipulait que tout apporteur majeur, défini comme une personne physique ayant contribué, directement ou par les fruits de sa gestion, à plus de 25% de l'actif total du fonds, disposait d'un droit de retrait unilatéral. Ce droit lui permettait de récupérer l'intégralité de son capital et des plus-values générées, avec un simple préavis de 24 heures, sans avoir à fournir la moindre justification. J'avais défendu cette clause en expliquant qu'elle alignait les intérêts et protégeait les membres les plus investis dans la réussite collective. Mon père, qui avait une sainte horreur de la paperasse et une confiance aveugle en ma loyauté, avait paraphé la page sans même la lire. Il ne s'était pas rendu compte que j'étais la seule, et de loin, à remplir les conditions de cet article.
Mes bonus annuels, que je n'avais jamais dépensés mais systématiquement réinvestis dans la réserve, et surtout, les stratégies de placement que j'avais personnellement pilotées pour le fonds, avaient fait fructifier ma part bien au-delà de celle de n'importe qui d'autre. Mon apport initial de quelques millions s'était transformé en un capital de 12 millions, auquel s'ajoutaient 3 millions de plus-value nette. 15 millions d'euros. La moitié exacte de la réserve. Mes doigts survolaient le clavier. La procédure était d'une simplicité déconcertante. Clic, opération sur le fonds. Clic, demande de retrait. Clic, retrait de l'intégralité du capital et des plus-values de l'apporteur. Une boîte de dialogue est apparue, comme une dernière chance de faire machine arrière. Le montant du retrait s'élève à 15 millions d'euros. Cette opération est irréversible. Confirmez-vous votre demande? Un sourire fugace a étiré mes lèvres. Irréversible. Le mot était parfait. J'ai déplacé le curseur et j'ai cliqué fermement sur « Confirmer ». Le système a affiché une roue de chargement pendant quelques secondes qui m'ont paru une éternité. Puis, un message sobre est apparu en vert. Votre demande de retrait a été enregistrée avec succès. Elle sera exécutée sous 24 heures ouvrées. C'était fait. J'ai ouvert ma messagerie. J'ai rédigé un courriel à Maître Vasseur, l'avocat de la famille, un homme qui m'avait toujours traité avec une condescendance paternelle. Le ton était glacialement formel. Cher maître, ce courriel a pour but de vous notifier officiellement de ma décision d'exercer mon droit de retrait de la réserve familiale, conformément à l'article 7.3 des statuts en vigueur. Vous trouverez en pièce jointe la confirmation de la transaction émise par la plateforme bancaire. Cordialement, Solène Dubois. J'ai ajouté en copie cachée l'adresse de mon amie Sophie, l'avocate parisienne. Une précaution nécessaire. J'ai fermé l'ordinateur. Je suis allé à ma cave à vin personnelle, une pièce dont j'avais dessiné les plans moi-même. J'ai choisi une bouteille du Domaine de l'Aube, ma cuvée initiale. Je l'ai débouchée. Le pop du bouchon a été un son doux et libérateur. Je me suis servi une flûte. Les bulles, fines et vives, dansaient dans le cristal. J'ai porté la coupe à mes lèvres. Ce n'était pas le goût de la vengeance. C'était celui, complexe et exaltant, de la liberté. Le samedi matin s'est levé sur un monde différent. J'avais dormi d'un sommeil lourd, sans rêve, un sommeil réparateur qui semblait avoir effacé des années de tension accumulée. Je me suis réveillé avec une sensation de légèreté, comme si un poids invisible avait été retiré de mes épaules. J'ai pris mon temps. J'ai préparé un café avec mon percolateur, savourant l'arôme qui emplissait mon appartement. Par la grande baille vitrée de mon salon, je regardais le soleil d'automne dorer les façades de la rue de Vesle et les tours de la cathédrale au loin. C'était un matin ordinaire, et pourtant, tout avait changé. Ce n'est qu'après avoir pris ma douche et m'être habillé que j'ai rallumé mon téléphone, avec la curiosité un peu distante d'une scientifique observant une réaction en chaîne. L'appareil a failli surchauffer. Il a vibré frénétiquement pendant près de 2 minutes, une litanie ininterrompue de notifications qui s'affichaient en cascade sur l'écran verrouillé. Le bilan de la nuit était cataclysmique. 97 appels en absence, provenant de toute ma famille. 152 messages sur la boucle WhatsApp, héritage Dubois. 48 SMS directs. Étage 21 messages sur ma boîte vocale. J'ai bu une longue gorgée de café noir avant de me lancer. J'ai décidé de commencer par les messages vocaux de mon père, les écoutant dans l'ordre chronologique. C'était fascinant et pathétique. C'était comme assister à la déconstruction psychologique d'un homme habitué au pouvoir absolu, qui le sentait lui échapper. Le premier message, laissé à 22h31, était empreint d'une irritation autoritaire. « Solène, c'est ton père. Rappelle-moi immédiatement. Il semble y avoir un problème technique avec la réserve. La banque ne répond pas. C'est urgent. » Le deuxième, à 23h17. Le ton avait déjà changé. L'irritation avait laissé place à une colère froide. « Solène, je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais c'est complètement inacceptable. Si c'est une sorte de caprice pour te faire remarquer, c'est la pire manière de le faire. Tu mets tout le monde dans une situation impossible. Rappelle-moi. Maintenant. »
Les messages suivants étaient un crescendo de fureur et d'incompréhension. Puis, le ton a de nouveau changé. La colère s'est muée en angoisse. Et enfin, le dernier message, celui laissé à 3h14 du matin, était celui d'un homme brisé. Sa voix n'était plus qu'un murmure rauque, étranglé par la panique. Solène? Le clos des dames? La banque, ils ont tout bloqué. Il parle d'une activité suspecte de grande ampleur. L'accord pour le clos tombe lundi matin si on ne verse pas la compte. On va tout perdre, Solène. L'argent, la réputation, tout. Appelle-moi. S'il te plaît, ma fille, appelle-moi. Le clos des dames. J'ai fermé les yeux, une satisfaction froide m'envahissant. J'avais visé le cœur, et j'avais touché la horte. Cette parcelle de vigne était bien plus qu'une bonne affaire. C'était le projet qui devait couronner la carrière de mon père, asseoir la domination de la maison du bois pour les 50 prochaines années. Un joyau classé grand cru, enclavé au milieu de nos meilleures terres, que son propriétaire, un vieil homme sans descendance, avait finalement accepté de nous céder après des années de cours. 18 millions d'euros. Mon père avait négocié l'accord dans le plus grand secret, et il comptait utiliser 15 millions de la réserve pour verser l'acompte de réservation non remboursable. Sans cet acompte, l'accord était caduc. Et le pire, pour l'orgueil de mon père, la rumeur disait que la maison de Valois, notre rival historique, était prête à surenchérir. Perdre le clos des dames serait une catastrophe. Le perdre au profit de Valois serait une humiliation indélébile. J'ai fini mon café. J'ai pris une douche, enfilé un jean et un simple pull en cachemire. Puis j'ai pris mon téléphone. J'ai ignoré la centaine de messages haineux ou suppliants de mes oncles, tantes et cousins. J'ai ouvert une nouvelle conversation avec mon père. J'ai tapé un unique message, chaque mot pesé. J'honore votre décision de me mettre à l'écart. J'ai attendu 1 minute, le temps d'imaginer l'impact de cette phrase. Puis j'en ai envoyé un second. Je serai disponible pour discuter lundi à 10h. À mon domicile. Je vous envoie l'adresse. J'ai ensuite parcouru rapidement le reste des notifications. Une seule a retenu mon attention. Un message de ma cousine Camille, la fille de l'oncle Jean-Luc, l'artiste de la famille. Bravo. Il était temps. On déjeune la semaine prochaine? J'ai souri. Un vrai sourire. J'ai répondu, avec grand plaisir. Je n'étais peut-être pas si seule, après tout. Lundi matin, 10h précises. La sonnette de mon interphone a retenti. Le son était net, presque chirurgical dans le silence de mon appartement. J'ai jeté un œil à l'écran de contrôle vidéo. Ils étaient là. Mon père, le visage fermé, les traits tirés par 2 nuits sans sommeil. Arnaud, à côté de lui, vibrant d'une hostilité à peine contenue. Et derrière eux, Maître Vasseur, l'avocat de la famille, son air habituellement paternel remplacé par un masque de gravité professionnelle. Le triumvirat de la maison du bois, venu non pas en conquérant, mais en suppliant. Je les ai fait monter. Le trajet en ascenseur a dû leur paraître une éternité. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai savouré leur réaction. Leurs yeux ont balayé mon appartement, et j'y ai lu de l'étonnement, presque du choc. Ils s'attendaient sans doute au petit appartement coquet d'une jeune femme rangée. Ils ont découvert un vaste loft d'artistes, un espace ouvert baigné de lumière, avec des plafonds hauts, des murs de briques apparentes, et un mobilier design minimaliste. Au mur, pas de paysages champenois ou de portraits de famille, mais de grandes toiles d'art contemporain abstraites et audacieuses. C'était mon univers, un lieu qui parlait de modernité, de succès, et d'une indépendance qu'il ne m'avait jamais soupçonnée. J'ai vu dans le regard de mon père une lueur de confusion. Il réalisait qu'il entrait en territoire inconnu. « Asseyez-vous » ai-je dit d'une voix neutre, en désignant un grand canapé en cuir qui faisait face au fauteuil dans lequel je me suis installée. Je ne leur ai pas offert de café. La réunion a commencé sans préambule. Le clos des dames a attaqué mon père, sa voix rauque. L'option d'achat expire à midi. Si le virement des 15 millions n'est pas sur le compte du notaire, nous perdons tout. L'acompte, la parcelle, tout. Je suis au courant, ai-je répondu, mon calme contrastant avec son urgence.
Arnaud n'a pas pu se contenir. Sa colère a explosé. Comment as-tu pu faire ça? C'est l'affaire de notre vie. Tu es en train de saboter ta propre famille pour un caprice, pour une vexation. Je l'ai regardé droit dans les yeux. La famille qui m'a congédié par un message collectif sur une application de messagerie, ai-je rétorqué, ma voix restant parfaitement égale. Je n'ai rien saboté, Arnaud. J'ai exercé un droit. Un droit que vous m'aviez vous-même accordé. Le fait que le retrait de mes fonds personnels mette en péril l'avenir de l'entreprise ne fait que souligner une chose, votre dépendance totale à un travail que vous refusiez de reconnaître. Maître Vasseur, sentant le ton monter, est intervenu avec sa fausse onctuosité habituelle. Solène, nous comprenons votre ressentiment. Il est peut-être légitime. Mais l'heure n'est pas à la polémique. Nous devons trouver une solution pragmatique. Et vite. J'ai marqué une pause. Une longue pause, délibérée, pour leur faire sentir le poids de leur impuissance. Je les ai regardés, un par un. Mon père, l'autocrate déchu. Mon frère, le dauphin furieux. L'avocat, le diplomate dépassé. Puis, j'ai prononcé les mots qu'ils attendaient comme une grâce. Je suis prête à sauver l'accord du clos des dames. Un souffle de soulagement a parcouru le trio. Mon père a même esquissé un sourire, croyant la partie gagnée. Je savais que tu finirais par entendre raison. Nous pourrons discuter de ton rôle, te donner plus de responsabilités. Je l'ai interrompu d'un geste sec de la main, un geste qu'il m'avait si souvent infligé. Ne vous méprenez pas. Je vais fournir les 15 millions nécessaires. Leurs visages se sont illuminés. J'ai laissé planer le silence une seconde avant de planter le couteau. Sous la forme d'un prêt. Le mot est tombé comme une pierre dans une mare. Le choc a été visible. Un prêt, a bégayé mon père, incrédule. Précisément. Un prêt consenti par ma société personnelle, le Domaine de l'Aube, à la société Dubois et Fils. Il sera assorti d'un taux d'intérêt de 8% l'an, et garanti par une hypothèque de premier rang sur la parcelle du Clos des Dames elle-même, à mon unique profit. Mais, c'est de l'extorsion, a hurlé mon père, se levant à moitié de son siège, le visage congestionné. Non, ai-je corrigé, ma voix se faisant plus froide, plus tranchante. C'est une proposition commerciale. Et une proposition très généreuse, compte tenu de l'urgence et du risque. Aucune institution financière ne vous accorderait un tel prêt en moins de 2 heures. N'est-ce pas, maître Vasseur? Tous les regards se sont tournés vers l'avocat. Il était livide. Il a ajusté ses lunettes, a tout sauté. Sur le plan strictement juridique, a-t-il admis à contre-cœur, la proposition de mademoiselle Dubois, défendable. Ils étaient piégés. Mon père s'est rassis lourdement. Sa fureur s'était évaporée, laissant place à une résignation amère. Soit, a-t-il articulé, chaque syllabe lui coûtant un effort visible. Alors que maître Vasseur, transformé en simple scribe, sortait son ordinateur pour rédiger le protocole d'accord, Arnaud s'est approché de moi. Son visage était à quelques centimètres du mien, ses yeux brillants d'une haine pure. Tu crois avoir gagné une bataille, Solène, a-t-il sifflé entre ses dents. Mais tu vas perdre la guerre. Tu es seul contre nous tous. J'ai soutenu son regard sans ciller. Nous verrons bien. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour me soumettre une proposition écrite concernant mon avenir au sein de la maison. Passé ce délai, je considérerai mon départ comme définitif. Et je vous conseille de bien réfléchir. Car vous ne savez pas encore tout ce que je possède. La signature du protocole de prêt, effectuée dans un silence glacial, n'a pas apaisé la situation. Ce n'était qu'une trêve forcée, le temps pour eux de sauver leur acquisition la plus précieuse. J'avais fixé un ultimatum de 30 jours, espérant naïvement qu'ils utiliseraient ce temps pour une introspection, une remise en question. J'avais tort. J'avais sous-estimé la capacité d'un empire familial blessé à se défendre, non pas avec logique, mais avec la brutalité de ceux qui se sentent acculés. La première semaine fut le théâtre d'une contre-offensive en règle, menée sur 3 fronts. Le premier front, le plus prévisible, fut celui du chantage affectif. Et pour cette mission, ils ont envoyé le soldat le plus dévastateur, ma mère. Elle est arrivée chez moi un après-midi, sans prévenir, les yeux cernés,
portant un gâteau aux pommes, son arme de persuasion massive habituelle. Elle s'est assise sur mon canapé, a refusé le thé que je lui proposais, et a commencé sa partition, apprise par cœur. Ton père est malade d'inquiétude, Solène, a-t-elle commencé, sa voix soigneusement modulée pour exprimer une peine infinie. Il ne mange plus, il ne dort plus. Le médecin a parlé de surmenage, de risque cardiaque. Tu es en train de le tuer à petit feu. Est-ce que c'est ça que tu veux? Chaque mot était conçu pour me faire porter le poids de sa santé, de sa vie. Je sentais la culpabilité, ce vieux poison familier, tenter de s'insinuer en moi. Mais j'ai tenu bon. Il est responsable de ses actes, maman. Comme je le suis des miens. Des actes? Tu appelles ça des actes? Sa voix a monté d'un cran. Poignarder sa famille dans le dos? Humilier ton propre père? Et l'honneur de notre nom? Le nom que ton grand-père a mis toute une vie à bâtir. Il te maudirait s'il te voyait aujourd'hui. Le fantôme du patriarche, leur argument m'a su. Non, ai-je répondu, ma voix plus ferme que je ne le pensais. Grand-père m'a appris que le seul honneur qui vaille est celui du vin que l'on crée. Il méprisait les apparences. Il serait dégoûté par ce que vous êtes devenu. Elle est partie en claquant la porte, me laissant avec le goût amer de la confrontation. Le deuxième front fut plus insidieux, la campagne de calomnie. Ma cousine Camille m'a appelé 2 jours plus tard, sa voix crépitant de colère. Fais attention, Solène, ils sont en train de te démolir. J'ai surpris une conversation entre mon père et Arnaud. Ils activent tout leur réseau. Ils appellent les journalistes spécialisés, les grands sommeliers, les distributeurs. Le narratif est simple et dévastateur. Solène Dubois est une jeune femme instable, émotionnellement fragile, qui a fait un burn-out. Ils disent que tu es devenue cupide, manipulée par un amant mystérieux qui veut mettre la main sur la fortune familiale. C'était diabolique. Dans le microcosme de la Champagne, où la réputation est un capital plus précieux que les vignes, cette stratégie était conçue pour me détruire professionnellement. Ils voulaient faire de moi une paria, une folle, pour que personne ne veuille jamais travailler avec moi si je décidais de partir. Ils ne cherchaient pas à me garder, ils cherchaient à m'anéantir. Le 3e et dernier front fut légal. J'ai reçu un pli recommandé. Pas une assignation en justice, mais une mise en demeure de la part de Maître Vasseur. Un document de 15 pages, un chef-d'œuvre de rhétorique menaçante, qui m'accusait, sans le dire explicitement, d'avoir utilisé ma position et les ressources de Dubois et Phil pour développer des actifs immatériels personnels. C'était une référence à peine voilée à mon savoir-faire, à mes recherches. C'était juridiquement vide, impossible à prouver. Mais le message était clair, si tu ne te soumets pas, nous te traînerons dans des années de procédures judiciaires coûteuses et épuisantes. Nous t'engluerons dans la boue. Ce soir-là, en lisant ce courrier, j'ai compris la profondeur de leur haine. Ils ne voulaient pas négocier. Ils ne voulaient pas d'un armistice. Ils voulaient une reddition inconditionnelle. Ils voulaient que je revienne, la tête basse, brisée, pour reprendre ma place de servante talentueuse mais silencieuse. Ils n'avaient toujours pas compris. Leur contre-attaque ne m'avait pas effrayée. Elle m'avait libérée de mes derniers scrupules. Face à cette offensive coordonnée, mon premier réflexe fut la colère. L'envie de convoquer une conférence de presse, de révéler l'existence du domaine de l'Aube, de déballer leurs manœuvres et de les humilier publiquement. Mais la colère est une flamme qui consume autant qu'elle éclaire. Arnaud m'avait défié, me disant que je perdrais la guerre. J'allais lui répondre, non pas par une charge de cavalerie, mais par une partie d'échecs. Chaque coup serait réfléchi, précis, et fatal. Ma première manœuvre fut le silence stratégique. Je n'ai pas répondu à la mise en demeure de Maître Vasseur, la laissant sans effet et la rendant ridicule. J'ai cessé de répondre aux appels de ma mère, lui signifiant que le canal de la manipulation affective était fermé. Aux amis de la famille qui m'appelaient, feignant de s'inquiéter, je répondais avec une courtoisie distante, ne leur donnant aucune information, aucune prise. Mon silence est devenu une source d'angoisse pour eux. Ils avaient lancé leurs flèches dans le vide, et l'absence d'écho les déstabilisait. Mon deuxième coup fut d'avancer un pion en territoire ennemi, un pion qui avait la valeur d'une reine. J'ai pris contact avec M. Kenji Tanaka,
le président de la société qui distribuait nos champagnes en exclusivité au Japon. C'était notre plus gros client, un homme d'une culture et d'une exigence extrême, pour qui la loyauté à une marque dépendait uniquement de la qualité intransigeante du produit. Je lui ai envoyé un email personnel. Cher Tanaka-san, j'espère que vous vous portez bien. Je me permets de vous contacter aujourd'hui pour une raison très personnelle. Au cours des dernières années, j'ai développé, en parallèle de mes activités, un projet très confidentiel, une expression unique et très personnelle de notre terroir champenois. C'est un travail d'artisan, une quête d'absolu. Étant donné le respect infini que j'ai pour votre palais et votre jugement, je serais extrêmement honoré si vous acceptiez de déguster, à titre purement amical et confidentiel, 3 échantillons que je me propose de vous faire parvenir par transporteur spécial. Votre avis me serait infiniment précieux. Je savais que sa curiosité de connaisseur l'emporterait. Je n'ai pas dénigré Dubois et Fils. J'ai simplement planté une graine. J'ai expédié 3 bouteilles du « Domaine de l'Aube », mes cuvées les plus abouties, dans un coffret anonyme et élégant. Mon 3e coup fut un fou, placé en diagonale pour mettre leur roi en échec. J'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé le seul homme à Reims que mon père craignait et détestait plus que tout, Antoine de Valois. Le dirigeant de la maison de champagne rivale, un homme de ma génération, aussi brillant et ambitieux que mon frère était paresseux et suffisant. Antoine, c'est Solène Dubois. Je sais que nos familles ne sont pas les meilleurs amis du monde, mais j'ai entendu dire que vous étiez un amateur d'art contemporain. J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur une exposition à Paris. Déjeunons ensemble la semaine prochaine. Il a accepté immédiatement, son esprit vif devinant sans doute qu'il ne s'agissait pas seulement d'art. Nous nous sommes retrouvés dans le restaurant le plus en vue de Reims, à une table bien visible. Nous avons parlé de peinture, de musique, de voyage. Et nous avons parlé de l'avenir de la Champagne. De la nécessité d'innover, de respecter le terroir. Je n'ai fait aucune proposition, aucune confidence. Mais j'ai laissé son charme opérer, j'ai ri à ses plaisanteries. Je savais que chaque personne présente dans le restaurant allait s'empresser de rapporter la scène. À 15 heures, mon père savait que j'étais en train de déjeuner avec son pire ennemi. La menace d'une alliance Dubois de Valois, ou plutôt Solène de Valois, venait de devenir une possibilité tangible et terrifiante pour lui. Mon dernier coup, le plus crucial, fut d'activer ma tour. J'ai appelé Luc, le maître de chais, mon seul véritable allié au sein de la forteresse du bois. Luc, j'ai besoin de toi. Les vieux carnets de mon grand-père. Ceux qu'il gardait dans le coffre de son bureau privé, dans la cave de la maison de maître. Personne n'a la clé, petite. Ton père a tout fait changer après la mort d'Étienne. Je le sais, Luc. Mais toi, tu connais la maison mieux que personne. Tu connais les vieilles serrures, les passages. Je ne te demande pas de voler, je te demande de récupérer un héritage. Mon héritage. Il doit y avoir quelque chose dans ces carnets. Une phrase, une pensée. La justification morale de tout ce que je fais. Je sais que tu peux le faire. C'était un pari insensé. Un pari sur la loyauté d'un vieil homme et sur l'encre d'un mort. Mais dans cette guerre totale, les armes financières ne suffisaient plus. Il me fallait une légitimité. Une âme. Et j'étais prête à tout pour la trouver. La 3e semaine de mon ultimatum fut celle où les fondations de l'Empire du Bois ont commencé à se fissurer sous la pression de mes manœuvres. Les pièces que j'avais si patiemment disposées sur l'échiquier ont frappé, non pas avec la violence d'un assaut, mais avec la force inexorable d'une marée montante. Le premier appel, celui que j'attendais avec le plus d'impatience, est venu de mon père. Sa voix, au téléphone, n'avait plus rien de l'autocrate furieux de la semaine précédente. Elle était tendue, fragile, presque suppliante. Une voix que je ne lui avais jamais entendue. « Qu'est-ce que tu as fait, Solène ?» a-t-il commencé, sans même un bonjour. Kenji Tanaka vient de m'appeler. De Tokyo. En pleine nuit pour lui. Il a marqué une pause, comme pour reprendre son souffle. Il était dans un état d'excitation que je ne lui ai jamais connu. Il a parlé de tes vins. Il a utilisé des mots comme « révélation », « pureté sismique »,« émotion pure ». Il a dit que c'était le plus grand champagne qu'il ait bu depuis 20 ans. Je suis restée silencieuse, savourant chaque mot.
Et puis, a continué mon père, sa voix se brisant presque, il m'a posé une question. Il m'a demandé si j'avais l'intention de nommer la créatrice de ces vins à la tête de la direction technique de la Maison du Bois. Il a dit que si la réponse était non, il se verrait dans l'obligation de reconsidérer l'intégralité de son contrat d'exclusivité avec nous. Le mot était lâché. Reconsidérer. Dans le langage diplomatique des affaires à ce niveau, cela signifiait une rupture de contrat. 10 millions d'euros par an. Le pilier de notre développement en Asie. J'avais transformé leur plus grand atout en une arme pointée sur leur tempe. Et ce déjeuner avec De Valois, a-t-il enchaîné, incapable de masquer sa panique. Toute la ville ne parle que de ça. Tu ne peux pas faire ça, Solène. Tu ne peux pas nous trahir avec cet homme. Je n'ai trahi personne, ai-je répondu d'une voix égale. J'explore mes options professionnelles. C'est une démarche tout à fait normale dans le monde des affaires, n'est-ce pas? C'est vous qui m'avez appris à toujours penser stratégie. J'ai raccroché, le laissant seul avec ses démons. Le deuxième événement de la semaine fut plus intime, et infiniment plus déstabilisant pour moi. Ma mère est revenue me voir. Mais cette fois, elle n'était plus une émissaire de mon père. Elle est arrivée un soir, l'air épuisé, les yeux vides. Elle s'est assise en face de moi et est restée silencieuse pendant un long moment. Puis, d'une voix basse, presque inaudible, elle a commencé à parler. Elle n'a pas parlé de mon père, ni de l'entreprise. Elle a parlé d'elle. De ses rêves de jeunesse, de sa passion pour l'histoire de l'art, abandonnée après son mariage. De la manière dont elle s'était lentement effacée, année après année, pour devenir l'ombre parfaite de son mari, la maîtresse de maison impeccable. Elle a parlé de sa peur, de la solitude, du sentiment d'être passée à côté de sa propre vie. Il m'a éteinte, a-t-elle murmuré, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Il a éteint tout ce qui brillait, tout ce qui n'était pas lui. Ton talent, ça le terrifiait. Parce que c'était à toi, et pas à lui. C'était incontrôlable. Elle a levé les yeux vers moi, et pour la première fois de ma vie, j'y ai lu autre chose que de l'inquiétude ou de la réprobation. J'y ai lu une admiration féroce, presque douloureuse. Je suis venue te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années, a-t-elle dit, sa voix se raffermissant. Ne cède pas, Solène. Ne fais pas comme moi. Je suis venue te supplier de gagner cette bataille. Pas pour l'argent, pas pour l'orgueil. Mais pour toi. Et un peu pour moi aussi. Ne cède pas. Nous sommes restés longtemps sans parler, sa main dans la mienne. Une alliance improbable, née des cendres de notre relation, venait de se sceller. Son soutien, sa bénédiction, a balayé les derniers vestiges de ma culpabilité. Le soir même, alors que j'étais encore sous le choc de cette conversation, mon téléphone a sonné. C'était Luc. Sa voix était haletante, chargée d'une excitation fébrile. Je les ai, petite. Je les ai. J'ai dû crocheter la vieille serrure du bureau, mais ça y est, je les ai. Il parlait des carnets de mon grand-père. J'ai passé l'après-midi à les feuilleter. C'est une mine d'or. Sa philosophie, ses coups de gueule contre les financiers, ses doutes sur ton père. Il s'est interrompu. Je l'ai entendu tourner une page. Et puis il y a une note. Tout à la fin du dernier carnet. On dirait qu'il l'a écrite juste avant de mourir. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Il a écrit, a repris Luc, sa voix tremblant d'émotion, Gérard n'a pas le palais, il n'a que l'orgueil. Il maintiendra l'empire, mais il n'en créera jamais l'âme. Mon seul espoir est que le sang parle un jour. Pas le sang qui porte mon nom, mais celui qui porte mon don. Mon seul espoir, c'est Solène. J'ai fermé les yeux. Les larmes ont coulé, chaudes et libératrices. Ce n'était pas une simple phrase. C'était une transmission. Un adoubement posthume. La guerre était terminée. Il ne restait plus qu'à annoncer les termes de leur capitulation. Le 30e jour. Le jour du jugement. J'avais convoqué la réunion dans un grand hôtel de luxe de Reims, dans un salon privé dont les fenêtres donnaient sur les jardins. Un terrain neutre, froid et impersonnel, loin de la chaleur de mon appartement ou de l'atmosphère pesante du siège de l'entreprise. Ils sont arrivés en groupe, comme une meute affaiblie. Mon père, le visage gris, les épaules voûtées. Arnaud,
dont l'hostilité était maintenant teintée d'une anxiété palpable. Ma tante Élisabeth et mon oncle Jean-Luc, les visages fermés, réalisant qu'ils avaient misé sur le mauvais cheval. Et maître Vasseur, qui n'était plus l'éminence grise, mais un simple conseiller juridique venu assister à une débâcle. Ma mère était là aussi, assise un peu à l'écart. Sa présence n'était plus celle d'une épouse soumise, mais celle d'un témoin silencieux de l'histoire qui s'écrivait. L'air était lourd de non-dit. Mon père a pris la parole le premier, avec la voix fatiguée d'un homme qui a déjà perdu. Il a commencé à lire un texte préparé, parlant d'une proposition de réorganisation ambitieuse, d'un nouveau rôle de premier plan pour moi, d'une volonté de reconnaître mes talents. Il parlait encore le langage de l'ancien monde, un monde où il pensait pouvoir encore contrôler le récit, offrir des concessions comme un monarque magnanime. Je l'ai laissé parler pendant quelques minutes. Puis, d'une voix douce mais ferme, je l'ai interrompu. « Pardonnez-moi, père. Mais je crois que nous avons dépassé le stade des propositions. » Je me suis levé. Je n'ai pas sorti de documents financiers, pas de présentation PowerPoint. J'ai simplement pris dans mon sac un petit carnet de moleskine noir, usé par le temps. Je l'ai posé doucement au centre de la grande table en marqueterie. Il semblait minuscule et pourtant, il absorbait toute la lumière de la pièce. Avant de discuter des modalités de l'avenir, ai-je dit, en regardant chacun d'entre eux dans les yeux, j'aimerais que nous parlions du passé. De l'héritage. J'ai ouvert le carnet à une page marquée. D'une voix claire, qui ne tremblait pas, j'ai lu la prophétie de mon grand-père. Gérard n'a pas le palais, il n'a que l'orgueil. Mon seul espoir est que le sang parle un jour. Mon seul espoir, c'est Solène. Un silence de cathédrale est tombé sur le salon. Ce n'était plus ma voix contre la leur. C'était la voix du fondateur, du patriarche, qui venait de me désigner comme son héritière spirituelle. J'ai vu le visage de mon père se décomposer. Je ne venais pas de lui prendre son argent ou son pouvoir, je venais de lui prendre sa légitimité. Arnaud me fixait avec une haine pure, réalisant que même le fantôme de son grand-père l'avait rejeté. Puis, j'ai porté les coups de grâce, méthodiquement, froidement. Il y a une semaine, ai-je continué, notre plus important client, M. Tanaka, a posé un ultimatum, sans moi à la tête de la création, il met fin à notre partenariat. C'est une perte sèche de 10 millions d'euros par an. Je me suis tourné vers mon oncle Jean-Luc, le directeur commercial. Je suppose que vous n'aviez pas prévu cela dans vos projections. Il a baissé les yeux. Il y a également une semaine, ai-je poursuivi, j'ai reçu une offre formelle d'Antoine de Valois. Une fusion. Il est prêt à racheter ma société personnelle, le Domaine de l'Aube, pour une somme à 8 chiffres, et à me nommer directrice générale adjointe de l'ensemble du groupe Valois, avec une participation de 20% au capital. J'ai laissé l'information infuser. La menace n'était plus une rumeur, c'était une offre concrète, une alternative qui ferait de moi l'une des femmes les plus puissantes de Champagne, et de la Maison du Bois une simple note de bas de page dans l'histoire de son absorption par sa rivale. Et enfin, ai-je conclu en posant une liasse de documents sur la table, à côté du carnet, voici les preuves écrites et signées de la campagne de diffamation que vous avez menée contre moi. Des témoignages de journalistes et de professionnels que vous avez tenté de manipuler. C'est non seulement moralement abject, mais c'est aussi, comme vous le savez maître Vasseur, pénalement répréhensible. C'était terminé. L'anéantissement était total. Il n'y avait plus de place pour la négociation, la discussion, ou la fierté. Il n'y avait de place que pour une capitulation sans condition. J'ai alors énoncé mes termes. Non pas comme une proposition, mais comme un décret. 1. La dissolution de la structure, Dubois et Fils, et la création d'une nouvelle entité, Maison Dubois. 2. Au sein de cette maison, la création d'une filiale totalement autonome, cœur de cuvée, regroupant le Domaine de l'Aube, le Clos des Dames et les meilleures parcelles de la famille. J'en serai la présidente directrice générale et l'actionnaire majoritaire. 3. Arnaud serait définitivement écarté de toute responsabilité de production ou de stratégie, et confiné à un rôle purement représentatif dans l'événementiel. 4. Un audit financier et stratégique complet de la gestion des 10 dernières années, mené par un cabinet externe indépendant. 5. Des excuses publiques de mon père, de ma tante et de mon oncle, ici et maintenant, devant ma mère et maître Vasseur. Mon père a levé la tête.
Ses yeux étaient vides. D'une voix blanche, à peine audible, il a dit, « Nous acceptons. » Ce n'était pas une victoire. C'était une abdication. 1 an a passé. Le monde a continué de tourner, les saisons ont changé sur la Champagne, mais l'univers de notre famille a été irrémédiablement altéré. Le nom « Dubois et Fils », qui avait trôné sur nos étiquettes pendant près d'un siècle, a disparu, remplacé par la sobriété de « Maison Dubois ». Un changement sémantique qui actait la fin d'une ère, celle de la succession patriarcale. Ma filiale, Cœur de Cuvée, est devenue le joyau de la couronne. Libéré des contraintes du marketing de masse et du conservatisme de mon père, j'ai pu donner libre cours à ma vision. Nos champagnes de terroir, issus de la biodynamie, ont conquis la planète. Les critiques parlent d'une « révolution de velours », les ventes ont dépassé les prévisions les plus optimistes. Sur le plan des affaires, le succès est insolent, incontestable. Mais le bilan humain est d'une toute autre nature. Les grands dîners de famille du dimanche au domaine historique n'ont plus lieu. La grande table est devenue trop grande, trop vide. Nous nous croisons désormais dans les couloirs du siège ou lors des conseils d'administration, où nous échangeons des politesses froides et efficaces. La chaleur, même feinte, a disparu. Mon père n'est plus que le fantôme de l'homme qu'il était. Il porte toujours le titre de président de la Maison Dubois, mais c'est une coquille vide. Les décisions stratégiques sont prises par moi. Il signe les documents qu'on lui présente, son regard souvent perdu dans le vague. Il a vieilli de 20 ans en 1 an. Je ne sais pas s'il me hait, s'il m'admire, ou s'il ne ressent plus rien du tout. Notre relation est un champ de ruines. Arnaud a accepté son rôle dans l'événementiel. Il est doué pour ça. Il sourit sur les photos, serre des mains, son charme opérant toujours sur ceux qui ne le connaissent pas. Mais parfois, lors d'une réception, nos regards se croisent. Je vois alors dans ses yeux une amertume si profonde, si corrosive, qu'elle me glace le sang. Le frère que j'ai connu, même dans sa rivalité, est mort ce jour-là, dans ce salon d'hôtel. Il ne reste qu'un étranger qui porte le même nom que moi. Ma tante Elisabeth et mon oncle Jean-Luc ont profité de l'audit pour négocier leur départ à la retraite anticipée, avec des indemnités si généreuses qu'elles ont acheté leur silence à perpétuité. La surprise, la lumière dans ce tableau sombre, est venue de ma mère. Libérée de l'emprise psychologique de son mari, Hélène a commencé à renaître. Elle s'est inscrite à des cours d'histoire de l'art à la Sorbonne. Elle voyage, seule ou avec des amis. Elle a retrouvé une étincelle, une curiosité que je ne lui avais jamais connue. Une nouvelle relation, timide et précieuse, s'est tissée entre nous. Nous déjeunons ensemble chaque semaine. Nous parlons de tout. De ses cours, de mes vins, de l'avenir. Mais jamais du passé. C'est notre pacte tacite pour pouvoir continuer à avancer. Ce soir, je suis seule, debout au milieu du clos des dames. Le soleil de septembre se couche, embrasant le ciel. Je tiens une flûte de cristal, remplie du premier millésime issu de cette terre reconquise. Le vin est sublime. Il a la puissance du terroir, la finesse de mon travail, la complexité de l'année qui vient de s'écouler. Il a le goût de la victoire. Mais la victoire, je la prends, a un arrière-goût. Un goût de cendre et de solitude. J'ai sauvé l'héritage de mon grand-père. J'ai honoré son don. Mais pour cela, j'ai dû dévaster ma propre famille. J'ai dû briser l'homme qui m'a élevée pour faire honneur à celui qui m'avait comprise. Était-ce le juste prix ? En regardant les rangs de vignes qui courent vers l'horizon, je n'ai pas la réponse. Je sais seulement que chaque soir, en dégustant un de mes vins, je lève ma coupe à la mémoire de 2 fantômes, celui de mon grand-père, et celui de la famille que j'ai perdue pour toujours. L'héritage, j'ai compris, n'est pas un cadeau que l'on reçoit passivement. C'est un territoire que l'on doit conquérir. Et chaque conquête laisse derrière elle ses morts et ses blessés.